Nous portons à votre connaissance la note de position des organisations de la société civile à propos du traitement réservé par le gouvernement au conflit homme-faune dans la région de Mékambo, sinon dans tout le Gabon. Marqué par la révolte des populations, victimes de la déprédation des cultures par les éléphants, l'arrestation de plusieurs personnalités et la mort d'un éco-garde, les événements survenus à Mékambo, périphérie du parc national de Moigna, dans la province de Logoué-Ivindo, ont permis à la communauté nationale de prendre toute la mesure du conflit homme-faune. Entre le gouvernement et les populations rurales, le dialogue et la confiance ont été rompus. Tel qu'envisagé à ce jour, la gestion des parcs nationaux et plus largement la protection de la faune sauvage n'a manifestement pas permis de concilier les trois impératifs du développement durable, notamment en raison de la faible implication des populations dans le processus de prise de décision et de l'absence de mesures visant la sauvegarde de leurs moyens d'existence. Recevant le Premier ministre le 7 juin dernier, le président de la République a suggéré la tenue prochaine d'un conseil présidentiel sur le conflit homme-faune. Ces assises devront esquisser des solutions pérennes à un conflit qui laisse aux populations le sentiment d'être moins protégées par rapport à la faune sauvage. Réuni en Conseil des ministres le 10 juin dernier, le gouvernement a adopté un projet de décret autorisant les battues administratives d'éléphants. Auparavant, il s'était dit favorable à l'application du principe de légitime défense par les populations. Parallèlement, des barrières électriques sont installées dans certaines zones du pays. Pour plusieurs raisons, les organisations de la société civile doutent de l'efficacité et de la pertinence de ces mesures. Elles estiment que des études préalables doivent être menées afin non seulement d'en déterminer les conditions de mise en œuvre, mais aussi d'en garantir l'acceptabilité sociale et la pertinence écologique. La présente note vise à présenter la position des organisations de la société civile et à fournir quelques recommandations afin de parvenir à un dialogue aussi inclusif que fécond entre les différentes parties prenantes. L'objectif étant de dégager des solutions répondant effectivement et efficacement aux ambitions de développement durable. Il y a nécessité de se conformer aux trois impératifs du développement durable, qui s'entend par un mot de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Autrement dit, c'est un mode d'organisation et de gestion qui tient compte des trois dimensions interdépendantes. La première est la dimension sociale. Le développement des activités ne doit pas nuire à la cohésion sociale. Il doit plutôt garantir à tous l'accès à des ressources et services de base. La dimension environnementale. Le développement des activités ne doit pas nuire à la capacité de renouvellement des ressources naturelles ou au bon fonctionnement des milieux naturels. Enfin, la dimension économique. Le développement des activités ne doit pas favoriser la montée de la pauvreté. Il doit au contraire permettre l'existence et l'exercice par le plus grand nombre d'une activité économique dignement rémunérée. À l'analyse, des solutions préconisées par le gouvernement ne sont pas de nature à répondre à ces trois défis. Combien d'éléphants pourraient être abattus? Dans quelle zone? Sur quelle période? Sur quel fondement scientifique? Ces latitudes d'abattage ont-elles été définies? En l'absence d'études rigoureuses et indépendantes, les battues administratives répondent ou représentent une menace à long terme sur la population d'éléphants et, par ricochet, sur la résilience écologique de nos forêts. Les barrières électriques ne risquent-elles pas de devenir des freins au développement de la petite faune?
ne vont-elles pas nécessiter un changement des modes d'organisation de nos populations? Ne vont-elles pas entraîner un changement des techniques et pratiques culturelles? Nos populations sont-elles prêtes à se soumettre à un mode de gestion associatif plutôt qu'au mode fondé sur la famille ou le lignage? Par ailleurs, les coûts d'installation et d'entretien des barrières électriques semblent particulièrement élevés. Peut-on étendre une telle mesure à l'ensemble du territoire national? Les panneaux solaires, batteries et accumulateurs seront-ils à l'abri des intempéries ou d'éventuels vols à d'autres fins? Ne faut-il pas plutôt orienter cet argent vers le développement d'activités génératrices de revenus au bénéfice des populations? En l'absence d'études anthropologiques, de programmes de formation, des mécanismes de maintenance et de surveillance rodés, ainsi que d'une évaluation du coût d'opportunité, les barrières électriques pourraient se révéler inefficaces. Une approche holistique établissant le lien avec les secteurs connexes. La création des parcs nationaux, l'exploitation forestière et l'expansion des cultures industrielles ont eu pour conséquence une réduction substantielle des terroirs villageois. Sans pour autant avoir atteint les niveaux d'autres pays, une compétition pour l'utilisation de la terre est en train d'apparaître progressivement avec, à la clé, des risques d'insécurité alimentaire pour les populations rurales. Dans ce contexte, il appartient au gouvernement d'intégrer les attentes des populations rurales dans les politiques, lois et institutions publiques. C'est particulièrement vrai s'agissant des parcs nationaux, de l'agriculture, des mines, des forêts et des infrastructures. Une révision générale des politiques publiques en lien avec le développement durable ne manquerait pas d'intérêt, en intégrant bien sûr l'aménagement du territoire, les forêts, l'environnement, les parcs nationaux, les mines, les infrastructures, l'agriculture et le tourisme. La capitalisation des acquis et enseignements. La stratégie de lutte contre les conflits hommes-faune doit être applicable sur l'ensemble du territoire national, à moyen et à long terme. Il s'agit donc de régler les problèmes identifiés tout en anticipant sur les évolutions futures. Or, la promotion des barrières électriques tend à reproduire des solutions importées d'Afrique de l'Est sans tenir compte et de la particularité de nos milieux forestiers et de la mentalité de nos populations, ainsi que du lien particulier qu'elles entretiennent avec la forêt. De plus, tout cela n'intègre pas le fait que nos populations pratiquent l'agriculture itinérante sur brûlis. Il y a donc risque de développement des solutions peu adaptées. Des attentes de la société civile. Dans l'immédiat, il faut un déploiement d'une mission de clarification et de conciliation. Afin de répondre à l'urgence, les organisations de la société civile militent pour la mise en place d'un groupe de travail multipartite regroupant aussi bien les administrations concernées que les instituts de recherche, les organisations de protection de l'environnement ou de défense des droits humains, les élus nationaux du département de la Zadie et les entreprises privées opérant dans la région de Mékambo. Ce groupe de travail peut prendre la forme d'un groupement d'intérêt public et être créé par décret pris en Conseil des ministres, conformément à la loi fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État. Censé aider au rétablissement de la confiance, ce groupe de travail aurait 5 tâches principales. 1. Faire toute la lumière et documenter les événements de Mékambo. 2. Sensibiliser les acteurs de terrain sur la gestion participative des ressources naturelles. 3. Évaluer les dégâts et préjudices subis de part et d'autre. 4. Estimer les coûts des dégâts et préjudices. 5. Proposer un système de
compensation applicable dans l'immédiat. À court et moyen terme, afin d'inscrire définitivement les parcs nationaux dans une dynamique de développement durable et d'aménagement du territoire, il convient de prendre un ensemble de textes réglementaires. Les thématiques suivantes peuvent faire l'objet d'une attention particulière. Participation des populations à la prise de décision liée aux parcs nationaux. Définition et délimitation des zones dans les parcs nationaux et leurs périphéries. Exploitation et gestion des ressources dans les zones périphériques des parcs nationaux. Statut juridique des éco-gardes. Pouvoir de police, modalités de port de l'uniforme et d'insigne, zones de compétence, fonctions de surveillance et autres. Pénalisation des contrevenants et affectation des fonds perçus. Sécurisation des droits fonciers légitimes des populations. Face au risque d'insécurité foncière et alimentaire, il y a urgence à garantir l'exercice des activités traditionnelles des populations. Chasse, cueillette, pêche, petite agriculture, culte. Pour ce faire, l'organisation de l'espace rural doit tenir compte de leur terroir traditionnel. À cette fin, le consentement libre informé préalable peut être un outil pertinent. Sa systématisation aurait un intérêt certain. Une évolution de la gouvernance foncière est nécessaire. Si, conformément aux lois agricoles, des commissions départementales d'aménagement foncier peuvent être mises en place, il conviendrait d'associer les collectivités locales, la société civile et les populations aux opérations foncières en lien avec la délimitation des zones de jouissance des communautés rurales. Mise en place d'un dispositif d'accès des populations à la justice. Un tel outil devrait d'une part aider les populations à faire entendre leurs causes auprès des tribunaux de droit commun et d'autre part contribuer à l'opérationnalisation de moyens non judiciaires de règlement des différends au plan local. Dans le premier cas, il s'agira de fournir une assistance aux populations lésées afin qu'elles soient capables de saisir les tribunaux. Pour cela, les organisations de la société civile militent pour la multiplication des audiences foraines, la vulgarisation des lois ainsi que la prise en charge des coûts des procédures par la puissance publique ou des entités de défense des droits humains. Dans le second cas, le mécanisme local de gestion des différends devra offrir des garanties d'impartialité. Il devra donc concilier pratiques coutumières et des principes tels que l'égalité et la légalisation des armes. Le contradictoire, l'utilisation d'une langue accessible aux parties et des délais raisonnables. Les organisations de la société civile plaident en outre pour la formation des populations aux techniques d'organisation sociale, notamment la mise en place et la gestion des coopératives et de sédentarisation des cultures. Elles insistent aussi sur l'identification des savoirs et savoir-faire afin de parvenir à la mise en place des activités génératrices de revenus. Les organisations civiles signataires de la présente note se prononcent pour une ouverture des consultations en cours à l'ensemble des parties prenantes, administration, Parlement, instituts de recherche, concessionnaires forestiers. Il s'agit de permettre aux uns et aux autres d'exprimer leurs attentes, dont certaines sont soulevées déjà ici, et les organisations de la société civile se tiennent prêtes à soutenir leurs positions et leurs recommandations partout où besoin s'en trouvera. Elles espèrent contribuer à une réflexion beaucoup plus inclusive. À défaut, elles se réservent le droit de soutenir les légitimes revendications des populations dans le strict respect des lois et institutions en vigueur. Je vous remercie.